Bienvenue dans cette vidéo InFandom. Nous allons lire aujourd'hui les chapitres 17 et 18. Elle s'appelait Chloé et avait 10 ans. Étranglée, comme les autres. Retrouvée dans un sac coulé au fond d'un point d'eau, comme les autres. Le tueur l'a transportée à 2 reprises dans la forêt bretonne où elle a été découverte en ce matin du 14 avril. Une première fois, vivante mais sans doute inconsciente, entre le chemin qu'elle empruntait pour rentrer de son cours de danse et le lieu de l'exécution. Une seconde fois, morte, entre le lieu d'exécution et la mare ayant servi de tombeau. Son vélo gisait dans les broussailles à l'écart du sentier, juste à côté du lieu présumé de la rencontre entre le prédateur et sa proie. L'objet ne portait pas d'autres empreintes ADN que celles de la fillette. L'assassin brouille par ailleurs ses traces de pas afin d'empêcher l'analyse de la marque ou la taille de ses chaussures. Rien n'indique qu'il y ait eu lutte ou poursuite et nul n'a remarqué quoi que ce soit. La nuit commençait à tomber lorsque Chloé avait quitté son école de danse, si bien que les promeneurs se faisaient rares. Mais son bourreau a tout de même pris un énorme risque en agissant dans une zone assez fréquentée. Cassandre a raison. Il passe inaperçu et inspire confiance. Ses victimes approchent sans se méfier, personne ne fait attention à lui. Anne fixe un long moment la photo de la fillette sur l'écran d'ordinateur. Cette histoire ravive en elle le souvenir de la nuit de Noël qu'elle préférerait oublier. Elle n'a toutefois pas pu s'empêcher de faire des recherches. Son contrat à l'usine de pondeuse a pris fin depuis une semaine et le fabricant de croquettes qui nourrissait ses espoirs n'a pas retenu sa candidature. La jeune femme déteste les périodes de chômage, durant lesquelles ses journées deviennent aussi vides que son appartement. L'absence d'une activité professionnelle pour rythmer son quotidien la fait sombrer dans une morne apathie qui la pousse vers ses obsessions macabres. L'envie de reprendre son étude sur l'Infandum la tiraille de plus en plus. Pire encore, son intérêt malsain pour les fillettes étranglées s'accompagne d'une sensation de culpabilité depuis que Cassandre l'a accusée d'être indirectement responsable de leur mort. Anne a beau se répéter que c'est absurde, l'idée s'est enracinée dans son esprit. Ses pouvoirs, si tant est qu'ils existent réellement, pourraient-ils lui permettre d'identifier le tueur et stopper la série de meurtres ? Ça n'a pas fonctionné pour Chloé en tout cas, je n'ai rien vu venir. Cassandre lui répondrait qu'elle n'a rien vu parce qu'elle refusait de regarder. Si elle n'avait pas douté de ses capacités, si elle avait poursuivi son étude sur l'Infandum et gardé son esprit affûté, peut-être que... Peut-être. En attendant, une enfant est morte et un monstre rôde dans les bois. Il pleut. L'après-midi touche à sa fin. Au travers de l'ondée se dessinent les silhouettes minérales de sépultures bien ordonnées le long des allées du cimetière. Anne les examine une à une, indifférente aux gouttes qui paraissent tomber autour d'elle sans jamais la toucher. Les noms gravés dans le marbre sont tantôt banals, tantôt étranges. Certains sont imprononçables et ne forment qu'un chaos de lettres sans queue ni tête. Sur d'autres pierres tombales sont inscrites des phrases entières dont le sens échappe à toute raison. L'une d'elles retient l'attention d'Anne. « Je suis dans la salle tropicale ». La jeune femme éprouve une sensation de malaise inexplicable devant ces mots sibyllins dont elle se détourne rapidement. Elle parcourt les allées labyrinthiques depuis quelques minutes à la recherche d'un nom précis lorsqu'une voiture de police surgit dans le paysage puis vient s'arrêter à sa hauteur. La fenêtre du conducteur se baisse. Anne s'approche de l'homme en uniforme qui l'observe en souriant. « Excusez-moi, monsieur, je cherche la tombe de Chloé. »« Il n'y a pas de tombe, on n'a jamais retrouvé le corps. »« Bien sûr que si, les enquêteurs viennent de le découvrir dans la forêt près de chez elle. » Le sourire de l'homme s'élargit. Il ne dit rien. Ses yeux moqueurs sont fixés sur Anne qui ne sait trop comment réagir. « Je dois trouver la tombe de Chloé, c'est important. »« Le cimetière est fermé, c'est dangereux à cause de la pluie. L'entrée principale est déjà verrouillée, vous devez passer par la porte de derrière pour sortir. » Le policier indique une vague direction d'un geste de la main, puis remonte sa vitre et s'en va. Anne regarde la voiture bleue et blanche s'éloigner jusqu'à disparaître au milieu des monuments funéraires. Il commence à faire sombre. L'après-midi laisse place au soir sous les lourds nuages qui encombrent le ciel gris. La jeune femme prend peur, soudain, à l'idée de se trouver enfermée dans le cimetière. Elle se met à marcher dans la direction prise par la voiture en se demandant pourquoi l'agent ne lui a pas proposé de la raccompagner. La pluie tombe sans un bruit. Anne traverse ces rideaux impalpables comme on traverserait un hologramme. Son cœur bat vite tandis qu'elle remonte les allées qui lui semblent de plus en plus étroites et tortueuses à mesure qu'elle avance. Chloé a complètement quitté ses pensées. Elle ne songe plus qu'à s'échapper avant que la nuit tombe pour de bon. Ses mains fébriles attrapent son téléphone, elle affiche sa liste de contacts qu'elle découvre étonnamment longue, remplie de noms inconnus et de mots bizarres.
Il lui faut fouiller un certain temps avant d'enfin retrouver le numéro de ses parents. C'est son père qui décroche. « Papa, je suis coincé dans le cimetière qui a fermé. Il pleut et il va faire nuit, je n'arrive plus à m'orienter. »« D'accord, ce n'est donc pas la peine qu'on t'attende pour dîner ?» Anne s'arrête net au milieu du chemin, ulcérée par le désintérêt manifeste de celui auprès de qui elle pensait pouvoir trouver de l'aide. Une rage folle s'empare de son être. Elle se met à crier et à insulter son père. Elle le traite de connard, lui dit qu'elle le déteste, qu'elle ne rentrera pas à la maison et qu'on ne la reverra plus jamais. Et son père rit à l'autre bout du fil, s'esclave comme après une bonne plaisanterie. Anne jette le téléphone au loin, puis tombe à genoux et se met à hurler des années de souffrance refoulées, enterrées, bâillonnées, à hurler toute la haine et toute la tristesse et toute l'humiliation. Elle hurle si fort que sa gorge lui fait mal et qu'elle menace de se réveiller. Puis son cri meurt car elle n'a plus de force, et elle reste là, recroquevillée sur son désespoir. Il faut pourtant se relever, car quelque chose l'observe dans la pénombre, une chose affreuse qui se rapproche. Anne se met à courir sans savoir où elle va. L'obscurité s'épaissit de seconde en seconde. Elle ignore où se trouve cette satanée porte de derrière, et pourquoi le policier ne l'a-t-il pas raccompagnée. Mon Dieu, elle va rester enfermée ici avec le monstre qui guette dans le noir et qui attend le moment propice pour surgir d'entre les tombes. Soudain, la porte apparaît au bout de l'allée comme par magie. Elle est grande ouverte. Anne ralentit néanmoins sa course, puis s'arrête en réalisant qu'elle ne distingue rien au-delà de cette sortie providentielle. Rien que des ténèbres plus opaques encore que celles de la nuit. Son cœur s'emballe tandis qu'elle contemple la zone aphotique. Derrière ce portail s'étendent les abysses de l'Infandum. Que faire? S'engager dans ce monde qu'elle redoute plus que tout, ou rester là en se sachant traquée? Le décor s'estompe, les sépultures sont englouties par l'obscurité glaciale. Anne ne verra bientôt plus rien et sera à la merci de son poursuivant. Sa seule chance de le semer est de traverser la zone aphotique. Une impression de vide fourmillant se répand dans son âme lorsqu'elle ose quelques pas vers la porte. Se matérialise alors sur sa route une silhouette opalescente. Spectre se dresse face à elle, collerette déployée. Sa gueule s'ouvre en dévoilant des crochets étrangement petits pour un serpent si imposant, niché au sein d'une muqueuse noire. Le cobra crache avec hargne en direction d'Anne et lui barre le passage. La jeune femme en reste stupéfaite. La voici coincée entre Spectre et le guetteur invisible. Il lui semble que sa poitrine est compressée dans un étau, qu'elle attribue d'abord à sa frayeur avant de comprendre qu'une force extérieure agit physiquement sur son corps endormi. Cette pensée fait exploser dans son cerveau un éclair de pure terreur qui la réveille aussitôt. Il fait jour. Une lumière printanière inonde l'appartement où Anne a basculé dans le sommeil alors qu'elle réfléchissait, allongée sur son lit. Le soleil qui d'ordinaire constitue son meilleur bouclier contre les fantômes de son esprit jette un éclat maléfique sur le corps blanc de Spectre. Ce dernier s'est enroulé autour d'Anne et l'enserre entre ses anneaux. Ses yeux d'encre au regard fixe sont rivés aux siens. La jeune femme cesse de respirer, pétrifiée par cette vision insolite. Spectre en plein jour. Il est encore plus inquiétant qu'à l'accoutumée, ainsi exposé aux rayons solaires. Anne distingue chaque détail de ses écailles nacrées. Déjà ses muscles se tendent pour repousser le serpent de toutes ses forces, mais elle choisit finalement de réprimer son dégoût et s'adresse au reptile d'une voix tremblante. « Est-ce que tu veux me montrer quelque chose? À propos de Chloé ?» Spectre est nerveux, il respire vite et fort. Son attitude menaçante ne décourage pas Anne qui, avec une lenteur calculée, lui présente son bras nu. « Tu peux me mordre, je ne me fâcherai pas. » Le souffle courroucé du cobra s'intensifie alors qu'elle tend le bras vers ses petits crochets remplis de venin noir. La jeune femme oublie ses doutes et ses craintes. Elle veut savoir ce qui est arrivé à Chloé. Sa peau vient toucher le nez de Spectre pour l'inciter à ouvrir la gueule. Celui-ci se crispe et sa collerette se déploie légèrement. Anne doit se faire violence pour ne pas céder à son envie de fuir. Tout à coup, le serpent s'élance au-dessus d'elle comme s'il voulait traverser le mur d'en face, puis se volatilise. Il n'a pas mordu. Sa disparition brutale laisse Anne tout à fait décontenancée. Elle finit par se redresser puis le cherche des yeux tout en devinant qu'elle ne l'apercevra pas. Spectre ne l'a arraché à son rêve que pour l'abandonner sans lui livrer le moindre indice. 25 avril, 22h41. Je n'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de détruire quelqu'un. Ça fait 2 jours que je suis d'une humeur horrible et que tout, absolument tout, me gonfle. C'est cette connasse d'Anne.
Elle m'a appelé au téléphone pour me raconter un rêve bizarre à propos de la dernière fillette assassinée et me dire qu'elle compte explorer l'Infandum pour trouver des réponses à ses questions. J'aurais dû me réjouir de cette nouvelle, sauf que j'en ai profité pour lui demander si elle porte le pendentif que je lui ai offert, car je n'arrivais toujours pas à trouver son esprit. Résultat, elle le porte pendant la journée mais le retire la nuit. Je lui ai pourtant dit de dormir avec. Je me souviens parfaitement avoir insisté sur ce point. Ce n'était quand même pas compliqué, bordel. Sa meilleure amie lui demande un truc très simple et elle n'est pas foutue d'obéir. Le pire, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi je m'énervais à ce sujet. Je ne pensais pas que c'était si important pour toi, qu'elle me sort. Non mais je rêve, elle se fout de ma gueule, cette pute. Alors ouais, je me suis énervée au téléphone et j'ai même un peu crié, mais ça me fait chier d'avoir fourni autant d'efforts pour chercher Anne dans l'Infandum alors que c'était perdu d'avance, puisqu'elle ne portait pas le talisman censé me guider. Surtout que j'avais pris soin de le tremper dans du sang de poulet afin d'augmenter son pouvoir. Tout ça pour rien. Bordel de bordel. Anne m'a promis qu'elle le porterait maintenant H24, mais je ne lui fais plus confiance depuis les conneries qu'elle a débitées l'autre fois, comme quoi nos pouvoirs ne seraient qu'une hallucination collective. Ça me sidère encore rien que d'y penser. Elle m'a sans doute fait des promesses sans avoir l'intention de les respecter. Si je l'avais eu en face de moi, je pense que je l'aurais cogné. Et puis j'ai envie de cogner tout le monde. Théomax me snob depuis des semaines malgré mes appels. J'ai refait un rituel en utilisant cette fois un lapin et il n'est même pas venu. Maya aussi commence à m'exaspérer. Elle redevient apathique et passe ses journées immobiles dans un coin, alors que je me casse le cul pour lui proposer des enrichissements stimulants. Mes collègues me saoulent. Il y en a un qui s'est moqué de moi ce matin parce que j'avais glissé dans la boue d'un enclos. Non mais quel connard! En plus, il voyait bien que ça ne me faisait pas rire, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à se foutre de ma gueule. J'ai été prise d'une envie fulgurante de le pousser par-dessus la rambarde quand on est passé à côté de l'enclos des lions. Il a de la chance de s'en être tiré vivant. De toute façon, mes collègues sont des gros cons. Je ne les ai jamais appréciés. Je fais semblant pour ne pas me faire virer de l'équipe, mais parfois c'est vraiment fatigant de jouer la comédie, de faire genre je suis sympa et tout, et de sourire et d'être gentille, et d'écouter leurs conversations idiotes. Ces gens ont une vie tellement médiocre que les seuls sujets qui les intéressent en dehors du boulot, c'est les histoires de cul, la bouffe et l'alcool. Se bourrer la gueule, c'est tout ce qu'ils savent faire pour échapper à leur vie de merde. Ils me font penser à ces poules pondeuses qu'Anne étudiait. Des bêtes d'élevage qui naissent et vivent dans des prisons sans aucune perspective, en se contentant de leur routine débile et qui crèvent sans avoir rien accompli. Celui qui se moquait de moi parce que j'avais glissé, j'aimerais bien le voir le jour où ce sera son tour d'aller à l'abattoir. Il fera moins le malin, et c'est moi qui rigolerai pendant que son sang éclaboussera les murs. Je ne veux pas finir comme eux. Je suis quelqu'un de spécial, je suis une sorcière, j'ai des choses à accomplir avec Théromax, mais je n'y arrive pas et ça me désespère. Putain, pourquoi est-ce que je suis si faible et incapable de me libérer des entraves qui bloquent mon pouvoir? Si seulement Anne me laissait trouver son esprit pour me permettre d'accéder à celui de l'étrangleur de fillettes. Je n'arrive pas à croire que ce soit elle qui ait réussi à entrer en contact avec lui. Pourquoi elle? Pourquoi cette chochotte a-t-elle hérité d'une aptitude aussi remarquable dont elle n'ose même pas se servir? C'est moi qui aurais dû recevoir ce don. Moi, j'en aurais été digne. C'est totalement injuste. Injuste. J'aime bien Anne, c'est ma copine, mais il y a des fois où je regrette que ce ne soit pas elle ou sa salope de jumelle qui ait été enlevée il y a 20 ans. J'aurais préféré que Mélanie reste en vie et puisse continuer de m'enseigner les secrets du monde derrière l'obscurité. Sa disparition a été une perte inestimable. C'était la meilleure, la plus courageuse, celle qui comprenait le mieux ces choses-là. On était si proches. Je l'aimais. Et il a fallu que ce soit elle qui croise la route d'un taré. J'ai envie de pleurer en y songeant. Pas seulement à cause de sa mort, mais surtout parce que je me pose des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? Est-ce que son agonie a duré longtemps? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a pensé à nous avant la fin? Il faut que j'arrête d'écrire, je ne vois plus rien à cause des larmes. Pratique recommandée pour la gestion des jaguars en captivité. Chapitre 4. Enrichissement environnemental. Les jaguars, comme tous les grands félins, montrent des périodes d'activité suivies de périodes d'inactivité généralement plus longues. Leur enclos doit être conçu en fonction de ce paramètre. Un environnement présentant des zones en hauteur et des obstacles empêchant les allers-retours stéréotypés est recommandé. L'enclos doit si possible incorporer des structures à escalader, comme des troncs d'arbres, vivants, morts ou artificiels. Les matériaux naturels seront favorisés pour améliorer le confort de l'animal et l'esthétisme du décor. Introduire des objets tels que des ballons en caoutchouc constitue un bon moyen d'inciter le jaguar à exprimer des comportements naturels de chasse. Se référer au chapitre 5 pour plus d'informations concernant les comportements de recherche alimentaire chez cette espèce. Dans l'idéal, l'enclos proposera des zones où l'animal puisse creuser, ainsi qu'un point d'eau assez profond pour se baigner. Le territoire d'un jaguar sauvage couvre entre 25 et 38 km² pour une femelle et au moins le double pour un mâle.
Dans le cadre d'un maintien en zoo, il est fortement recommandé d'offrir aux jaguars un accès à l'extérieur. L'enclos ne devrait pas mesurer moins de 91,4 mètres carrés pour un spécimen seul. Les loges intérieures ne devraient pas mesurer moins de 6,1 mètres x 4,6 mètres. Une surface supérieure à ces recommandations de base serait optimale pour faciliter la reproduction et réduire de potentiels comportements agressifs. Plusieurs symptômes cliniques peuvent suggérer qu'un enclos est trop petit ou trop pauvre. Obésité, léthargie, ennui et ou automutilation. Dans le cas d'une cohabitation entre plusieurs jaguars, des blessures résultant d'agressions entre congénères indiquent généralement que l'enclos est trop petit, et l'issue peut être fatale. 28 avril, 18h27. Mon rêve de la nuit dernière était totalement incroyable, il faut que je l'écrive. J'ai expérimenté quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé. L'histoire a pourtant commencé de manière très classique. J'étais au zoo, dans le bâtiment de Maya, toute seule. Alors que j'observais le jaguar à travers le grillage de sa loge, le directeur du parc débarqua sans prévenir. Il m'annonça de but en blanc avoir appris que je dérobais des poulets dans les cuisines et que par conséquent j'étais renvoyée. Cette sentence me plongea dans une grande détresse et je criai que non, c'était pas moi, j'avais rien fait, il ne pouvait pas me virer comme ça, etc. Le directeur ne se laissa pas émouvoir et me demanda de partir sur le champ. Je ne savais plus quoi faire. Alors, avec cette logique propre au rêve qui fait paraître évidente des idées insensées, je parvins à la conclusion que la seule manière de sauver mon emploi était d'éliminer le directeur. Je me tournai donc vers la loge de Maya et ouvris la porte pour la libérer. Elle se jeta aussitôt sur mon ennemi puis le renversa au sol. Le type hurlait en se débattant pendant que j'utilisais mon toki comme une matraque pour le frapper. Au bout d'un moment, il était mort, alors j'ouvris la porte du bâtiment et je dis à Maya « Cours, cours Maya, tu es libre !» Elle bondit dehors puis s'élança dans les allées du parc au milieu des visiteurs terrifiés. Je réalisais, un peu tard, qu'on allait sûrement l'abattre, et j'avais raison. Le vétérinaire arrivait déjà en courant, accompagné de plusieurs tireurs armés de fusils. Il s'exclama « Vite, tu es là !» Or, c'était moi que le veto désignait, et non pas Maya. Les fusils étaient pointés dans ma direction. Une balle m'atteignit en pleine poitrine et me projeta en arrière. Je n'éprouvais aucune douleur, mais j'étais sous le choc, incapable de bouger car je ne pouvais croire que l'on ait osé me tirer dessus. Ma vision se brouilla et je crus que j'allais me réveiller, sauf qu'une chose très différente se produisit. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je recouvrais la vue, mais pas à travers mes propres yeux. Ma conscience s'était transférée dans le corps de Maya. C'était prodigieux. Je sentais les moindres muscles du jaguar, ses pattes qui galopaient, ses flancs qui se gonflaient et retombaient au rythme de sa respiration, sa queue qui fouettait l'air, sa gueule entr'ouverte tandis qu'il haletait. Je sentais tout, et je voyais de son point de vue les allées du parc, les visiteurs qui s'enfuyaient à grands cris. Une expérience d'un réalisme ahurissant. Nos esprits ainsi fusionnés, Maya et moi arrivâmes devant un étang et sautâmes dedans pour échapper aux tireurs. La chose bien pratique, c'est que nous pouvions respirer sous l'eau. Je me rappelle d'ailleurs avoir pensé à un truc absurde du style « Ah mais oui, c'est vrai que les jaguars peuvent respirer sous l'eau pour chasser les caïmans ». C'est vraiment bizarre ces réflexions qu'on peut formuler pendant un rêve. J'avais néanmoins l'impression de n'aspirer que peu d'oxygène et d'être sans cesse au bord de l'asphyxie. C'était comme respirer à travers un masque très épais. Tout devenait très sombre à mesure que nous descendions. Il s'agissait peut-être d'une zone ombreuse, mais je n'en suis pas sûre, car il restait suffisamment de lumière pour me permettre de distinguer, tout au fond de l'eau trouble, un grand sac poubelle contenant une forme allongée. Je fus alors frappée par la certitude absolue que c'était le cadavre d'une fillette, et que je me trouvais sur l'une des scènes de crime du tueur que je cherche depuis des semaines. Je devins alors fébrile et demandai à Maya, par la pensée, de rejoindre le sac afin que je puisse entrer en contact avec la fillette. Elle accepta et se mit à nager résolument vers le sac. Nous ne pûmes l'atteindre cependant, car quelque chose nous attrapa avec une force stupéfiante. Nous fûmes tirés en arrière puis précipités au fond de l'étang et plaqués contre la boue qui le tapissait. La mystérieuse entité nous enfonça la tête dedans, si bien que nous ne pouvions plus respirer. Maya avait beau se débattre, impossible de se libérer de l'étau monstrueux. Je commençai à paniquer, m'étouffer avec la boue qui me rentrait dans la bouche, et je finis par me réveiller. Il m'a fallu de longues secondes pour reprendre mon souffle, tandis que je restais paralysée dans mon lit, en proie à une peur intense. Ce dénouement était pour le moins désagréable, et je regrette de n'avoir pu rejoindre la fillette. Je ne comprends pas d'où venait cette force qui a tenté de me noyer. Peut-être s'agissait-il de ces fameuses barrières psychologiques dressées dans mon subconscient, celles qui bloquent une partie de mon pouvoir en m'empêchant de tuer. On dirait que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même pour réussir à m'en libérer. Toutefois, je suis très contente d'avoir expérimenté cette fusion avec Maya. C'était vraiment super chouette.
J'espère que ça recommencera et que je pourrai en profiter davantage la prochaine fois.